Il Cairo, 28 luglio 2022. Siamo ospiti di Sua Maestà, la Shabanu dell'Iran, Farah Pahlavi. In questi giorni si è tenuto al Cairo la doppia commemorazione in occasione dei 42 anni della morte dell'ultimo Shah di Iran, Mohammad Reza Pahlavi, e la commemorazione al mausoleo e al memoriale del presidente egiziano Anwar el-Sadat. Sua Maestà ci fa l'onore di accordarci questa intervista nella sua residenza del Cairo. Merci Votre Majesté pour accorder à nous cet entretien. 42 ans ont passé depuis la disparition du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, un temps aimé et détesté avec force égale par son peuple. Sa figure reste présente dans la communauté perse et actuellement, il semble regagner une certaine popularité posthume. Que reste-t-il de sa mission terrestre? Vous savez, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'après tant d'années, et tout ce qu'on a raconté sur l'Iran de notre temps par ceux qui étaient contre nous, et aussi des politiques étrangères qui étaient contre le progrès et le développement de l'Iran, surtout les jeunes qui sont nés après 1979 savent ont appris ce que le roi a fait pour l'Iran. Et ils disent, ils ont beaucoup de sympathie, d'amour, et ils font aussi, il y a eu des manifestations, ils ont dit Shahanshah Ruhat Shad, c'est-à-dire Shahanshah, que ton esprit soit heureux. Et ça me touche beaucoup. Au début de votre question, vous avez dit aimer et détester, mais il était très aimé, mais disons ceux qui étaient contre lui, c'était des groupes de politiques, d'opinions politiques différentes. Mais ce qui me touche, c'est que tant que je suis encore vivante, et ma famille aussi, on voit la sympathie, surtout de la jeunesse iranienne, envers la mémoire du Shah et des personnes qui ont fait la révolution, qui de temps en temps me contactent et disent qu'ils regrettent d'avoir été contre lui. Dans la vision héritière de son père, Reza Shah, l'Iran fut propulsé à grands pas vers la modernité. Grâce aux revenus du pétrole, les pays seraient passés du Moyen-Âge à la modernité du premier monde, seulement en 3 générations. C'est vrai qu'à la fin de son règne, votre mari, il aurait voulu ouvrir la voie à un régime plus libéral. Oui, c'est vrai, parce que, bon, maintenant, comme je vous ai dit, beaucoup des Iraniens sentent ce que c'était l'Iran quand Reza Shah est venu au pouvoir et ce que était l'Iran après que nous sommes partis dans tous les domaines sociaux, de l'industrie, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, dans tous les domaines, l'Iran allait vraiment de l'avant. Et maintenant, de plus en plus, les Iraniens le sentent. Et ce que le roi voulait aussi, c'est ouvrir un peu plus la politique en Iran, parce qu'il aurait fallu du temps pour que les gens soient éduqués, soient au courant de tout. Il avait le projet de laisser le pouvoir à son fils oui, bien sûr, dans les années 80. Oui, parce que, bien sûr, comme vous le savez, dans toutes les monarchies, après le père, c'est le fils qui règne. Et il voulait laisser à son fils un pays développé et en avance. Merci. Les inoubliables célébrations du bimillénaire de Persépolis et l'anniversaire de 2050 années de la monarchie perse, ils ont aussi attiré forte critique. Quel était le but de l'action du Shah et de son gouvernement à l'époque? Parce qu'il voulait montrer à la population iranienne, au monde entier, l'histoire de l'Iran, la culture de l'Iran.
un pays de grande civilisation et les chefs d'État presque du monde entier sont venus à ces fêtes. Mais vous savez, à ce moment-là, malheureusement, les médias qui étaient de gauche, qui étaient contre nous, critiquaient tout ce qu'on nous faisait. Alors je me dis, comment se fait-il? Il n'y avait pas de comparaison entre le régime du Shah et ceux qui sont aujourd'hui en Iran, la République islamique. Pourquoi les mêmes critiques ne sont pas allées vers eux pendant toutes ces années? Maintenant, de temps en temps, il y a des groupes qui disent, mais ce n'est pas comparable, vraiment, la vie des Iraniens de notre temps et maintenant. Mais c'était un mélange des intérêts étrangers qui étaient contre nous parce que nous avions le pétrole était cher. Et oui. C'est un mélange de tout, des problèmes intérieurs et extérieurs. Et c'est vrai que les pays, dans l'époque de célébration de Persépolis, c'est rempli de grandes infrastructures, des aéroports, des autoroutes, oui, qui sont restés au profit de la population iranienne. Oui, des centaines de milliers d'écoles, des hôpitaux, enfin, l'Iran, maintenant de plus en plus, les gens le savent. Les ouvriers avaient de quoi nourrir leur famille, les enfants avaient de quoi manger dans les écoles, il n'y avait pas des mendiants dans les rues, les femmes s'étaient développées, avaient des positions importantes. Et je ne dis pas qu'on n'avait pas de problème, nous étions un pays en voie de développement, mais tout se faisait au profit de la population iranienne. Et maintenant, malheureusement, comme vous entendez, la majorité des Iraniens ont faim, ils n'ont pas de quoi manger. Les femmes, surtout, sont tellement malmenées. Et puis, il y a des manifestations des ouvriers, des professeurs d'école, et on envoie les enfants mendier dans les rues. Et il y a des parents qui vendent leurs enfants à cause de la pauvreté, alors que l'Iran est un pays si riche, bien sûr, il y a la pression étrangère qui a enfin arrêté beaucoup de choses en Iran, mais comme je vous dis, de plus en plus, les gens réalisent ce que s'était fait au temps des Pahlavis et ce qui s'est fait pendant ce régime. De nombreuses Iraniennes du monde entier viennent à rendre hommage ici au Caire à la tombe du Shah. Quel est l'intérêt dans la mosquée Al-Rifaï? Il y a une expression en farsi qui dit « Dans les territoires du roi, les rois ne meurent jamais ». L'histoire est riche de némésis. Signe d'un changement possible? En Iran? Oui. Oui, je garde toujours l'espoir. Je garde toujours l'espoir et je suis vraiment reconnaissante, mon fils, ma famille et beaucoup d'Iraniens à l'Égypte, a fait le président Sadat et Madame Sadat, le gouvernement égyptien, et aujourd'hui, parce que quand le pays qui était nos amis, les plus puissants du monde, ne nous recevait pas, la seule personne qui a eu le courage de nous recevoir, c'était le président Sadat, alors que ce n'était pas le pays le plus fort et ni lui-même était le président le plus fort. Il a eu le courage et l'amitié et l'humanité de nous recevoir. Et je me souviens, Madame Sadat m'avait dit que le régime américain ne voulait pas que le président Sadat nous reçoive. Le président Sadat avait dit à président Carter, Jimmy, I want the Shah here and alive. Et puis, il ne voulait pas parler au président Carter, il demandait à son monsieur Moubarak de lui parler. Et quand de Bahamas, on est venu en Égypte, ils voulaient envoyer un avion, les Égyptiens, les Américains ont dit non, nous, on va vous donner un avion. Ils nous ont donné un avion, mais on a payé beaucoup pour cet avion. Et puis j'ai écrit tout ça dans mes mémoires. Et l'avion s'est arrêté à Assor. Ouais. Alors on s'est dit, pourquoi vous vous êtes arrêté, vous ne partez pas? Ils ont dit, nous demandons la permission de vol.
J'ai dit quelle histoire, parce que les avions au milieu de la route ne demandent pas la permission. Ils étaient en train de parler avec le gouvernement iranien pour nous rendre à l'Iran. Incroyable. Heureusement, c'était les vacances de notre nouvel an iranien, et puis le ministre des Affaires étrangères, les ministres, enfin, heureusement, on est venu en Égypte. L'avion s'est arrivé bien en Égypte. Oui. Mais la question aussi, c'était dans les territoires, il y a une expression en farsi qui dit dans les territoires du roi, les rois ne meurent jamais. C'est les signes peut-être d'un changement possible en Iran. Oui, parce qu'il y a maintenant beaucoup de jeunes surtout qui veulent la monarchie. Parce que, enfin, il y a, comme je vous dis, à l'extérieur, des gens, des Iraniens qui ne veulent pas de régime. La majorité des Iraniens ne veulent pas ce régime. Mais il y a beaucoup aussi qui sont pour la monarchie. Les Shahs d'Iran, à partir des années 50, entretient de solides relations bilatérales avec l'Italie. L'amitié avec Enrico Mattei, président d'Eleni, produisait l'accord pétrolier qui a changé beaucoup dans les marchés mondiaux de l'énergie. Vous avez toujours maintenu des relations avec les panoramas culturels, surtout italiens. Oui, enfin, pour parler de M. Mattei, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que peut-être je ne suis pas très au courant, mais je sais que quand il y a eu un problème et le monde ne voulait pas acheter notre pétrole, M. Mattei voulait le faire. Et M. Mattei, il y a eu un accident d'avion alors que tout le monde pensait que quelqu'un s'est débarrassé de lui parce qu'on ne voulait pas que l'Iran reçoit du pétrole. Enfin, le pétrole a été notre bonheur et notre malheur aussi. Et l'autre question, c'est, vous avez toujours maintenu des relations avec les panoramas, surtout culturels, de l'Italie? Oui, parce que comme j'admire l'Italie, les Italiens, l'Italie c'est un pays d'une grande culture, d'une grande civilisation, et on avait beaucoup de relations avec l'Italie en dehors des relations politiques, industrielles, des relations culturelles. Il y avait beaucoup de professeurs italiens qui étaient venus en Iran pour réparer les monuments anciens, pour restaurer les monuments anciens, et il y a des iranologues italiens qui parlent le persan mieux que moi. Et ça me touche beaucoup. C'était le professeur Gérard Dognoli. Peut-être, je ne me souviens pas. Merci. Et comment vous sentez quand vous revenez ici dans la capitale égyptienne? Et quand je reviens ici, vraiment, je me souviens comme ma seconde patrie. Je suis toujours, comme je vous l'ai dit, ma famille, mes enfants, beaucoup d'Iraniens reconnaissants au président El-Sisi, maintenant au peuple égyptien de nous recevoir avec tellement d'amitié et de gentillesse. Et puis, quand le président Sadat nous a reçus il y a si longtemps, et les journalistes étrangers sont venus en Égypte pour voir si la population a des réactions négatives. Et pas du tout. Les gens dans la rue ils disaient le Shah est le bienvenu parce que quand l'Égypte avait des problèmes, le Shah nous a aidés. L'Iran est le pays le plus cultivé du Moyen-Orient. Il est notoire votre engagement à l'époque de la monarchie pour la création du plus grand musée de l'art contemporain réalisé dans un pays musulman. Quel espoir il y a un jour de rouvrir au public cette énorme collection? Vous savez, je suis ravie qu'on a eu l'occasion de faire. L'histoire du musée, c'est qu'on a fait ce musée pour l'art iranien. Et quand on a eu, je me suis dit, le monde entier a tellement d'œuvres iraniennes, pourquoi nous n'avons pas d'œuvres des autres pays? Bien sûr, on ne pouvait pas se permettre d'acheter des œuvres anciennes. Alors on a pensé, j'ai pensé à des œuvres
contemporains. Et dans le début, années 70, les prix des œuvres contemporaines n'étaient pas aussi élevés qu'ils sont maintenant. Et on a acheté ces tableaux. Le musée est devenu avec des œuvres iraniennes et des œuvres étrangères. Bien sûr, c'est ouvert à au début, moi j'avais peur qu'ils les vendent ou qu'ils les détruisent. Bien sûr, certaines œuvres, je comprends, qui ne sont pas islamiques, sont dans les sous-sols, mais ne sont pas déchirées. Il y a un seul tableau qu'ils ont échangé, bien sûr avec corruption. J'ai fait beaucoup d'interviews dessus, mais tout le reste est exposé et les gens vont le voir. Et je n'oublierai jamais que quand ils ont exposé, ont ouvert au public, une jeune peintre iranienne m'a envoyé un email de l'Iran en disant « J'ai eu des larmes aux yeux quand je me suis trouvée devant un tableau de Rothko ». Et ça m'a beaucoup touchée. Bien sûr, comme vous savez, j'étais toujours très intéressée, venant d'un pays de grande culture, à l'art, à la culture. Et on avait l'occasion, les moyens de faire plusieurs tapis, le grand musée du tapis, et puis le musée Negorestan, qui était des œuvres de la dynastie Qajar, que malheureusement, ces gens-là ont mis les gardiens de la Révolution dans le musée. Dieu sait où ils ont mis les tableaux. Et puis il y avait le théâtre de la ville, et puis le festival de Shiraz, qui était extraordinaire. C'était des œuvres, disons, culturelles, musique traditionnelle de l'Est et de l'Ouest, et aussi une partie très avant-garde. Et on avait créé cette fondation qui s'appelait Fondation de la, comment dirais-je, Dialogue des civilisations. Quels étaient les projets qui vous le plus enthousiasmaient? Le festival de Shiraz était de cinéma. De Shiraz. De Shiraz. C'était très intéressant parce que des grands artistes du monde entier venaient, aussi bien avant-garde que traditionnels. Il y a enfin des documents qui disent qui était venu du monde entier, du Japon, de l'Argentine, des États-Unis, de la Chine, Partout. Et c'était extraordinaire ce festival. Dans votre vie, Majesté, vous avez vécu grande splendeur et immense tristesse. Où vous trouvez la force spirituelle pour résister aux coupes du destin? Avant de répondre à cette question, je voulais retourner dans ce que vous m'avez demandé dans mes activités. S'il vous plaît. Vous savez, le musée d'art contemporain, il y a eu un livre magnifique qui a été fait sur les œuvres. On parle plutôt de ce musée que d'autres, mais j'étais active dans beaucoup d'autres domaines importants, des domaines sociaux pour les femmes, pour les malades, pour les cancéreux, pour les lépreux, et tout ça, mais c'est le côté culturel et plus parlé. Et comme je dis, enfin, il y a non seulement avec l'aide de mes compatriotes, femmes et hommes, tout le monde était actif, même les femmes qui avaient des positions importantes, et les femmes qui n'avaient pas de position politique voulaient faire quelque chose, elles étaient dans des œuvres sociales. Pour venir à votre question, vraiment, le malheur de la perte de Leila, ma fille, et de Ali Reza, mon fils, c'est une tristesse qui est terrible, mais j'ai voulu garder quand même, disons, être là pour mon fils, pour ma fille, pour mes petites filles, pour tous mes compatriotes qui ont perdu leurs enfants avec ce régime en Iran et à l'extérieur. Et enfin, j'essaie de rester positif, de remercier le ciel pour tout ce que j'ai de positif et de ne pas être négatif dans ma vie. Aujourd'hui, au Caire, on commémore aussi l'ancien président de la République arabe d'Égypte, Anwar el-Sadat, l'un des seuls chefs d'État qui a donné asile aux chats. On a parlé juste avant.
et sa famille à la suite, et à votre famille, à la suite de la révolution en Iran. Son geste de l'amitié et des reconnaissances typiques de la culture islamique, dans la culture islamique, a été l'une des causes de son attentat par les fondamentalistes. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas parce qu'il nous a reçus. C'était autre chose. Les fondamentalistes avaient leurs problèmes et leurs problèmes. Ça n'avait pas de rapport C'est avec... quelque chose d'interne Oui, dans la politique égyptienne. En 1978-79, donc dans les années de troubles en Iran, les mots d'ordre des révolutionnaires étaient enregistrés sur des cassettes audio. Aujourd'hui, la contestation au régime des ayatollahs voyageait sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous des médias sociaux et comment communiquez-vous à travers eux? Mais ça, c'est très important parce que justement, à cause de ces réseaux sociaux, les Iraniens, les jeunes Iraniens sont au courant de beaucoup de choses. Bien sûr, je suis en contact avec mes compatriotes de temps en temps. Si je dois faire des messages à des occasions différentes, des messages écrits ou des messages par voix que j'enregistre. Et aussi, de temps en temps, ils veulent que je les appelle mes compatriotes. Et ça me touche beaucoup, ça me donne de la joie et ça les donne de la joie aussi quand je parle à un jeune qui est né après la révolution islamique ou une femme. Et ceci, ça me donne vraiment beaucoup de courage. Il y a une comparaison par hasard avec l'époque de la Révolution, quand les mots d'ordre des révolutionnaires venaient enregistrer sur les audiocassettes, et maintenant, aujourd'hui, les mots de la proteste voyagent sur les réseaux sociaux. Il y a un petit peu en comparaison. Oui, oui. Il y a toujours la technologie dans la vie des Iraniens, Exact. on peut dire. Exactement. Votre fille, le chapeau Reza, c'est le prince héritier, est reconnu par la plupart de la diaspora perse comme le leader de l'opposition au régime des ayatollahs de Téhéran. Selon certains observateurs internationaux indépendants, pourrait être la personne capable d'apporter les libertés civiles en Iran et de préserver l'intégrité du territoire national. Ce que mon fils Reza a dit toutes ces années, c'est qu'il croit à l'intégrité territoriale de l'Iran, à la liberté politique, à la liberté des femmes, et puis à la séparation de la religion et de l'État. Et c'est aux Iraniens de choisir, de décider le régime qu'ils veulent pour le futur. Vous gardez, Majesté, unie votre famille qui vit dans l'exil entre l'Amérique et l'Europe. Vos nièces Nour, Iman, Farah et la petite Iriana sont de jeunes filles contemporaines. Vous racontez-leur l'histoire de votre pays et l'histoire humaine et politique de votre mari. Je leur ai, enfin, la dernière, elle est toute petite encore, mais aux autres, j'en ai parlé, mais je devrais parler plus. Parce que, bon, ils ont lu mon livre et le livre de leur grand-père, mais je suis vraiment tellement occupée par tellement de choses. Je devrais faire davantage. Au cours de ces semaines, en Iran, de nouvelles manifestations ont éclaté pour la condition de la femme et notamment contre l'obligation de porter l'hijab. Les Pahlavis ont été les protagonistes du début de l'émancipation féminine en Iran. Votre nièce, la princesse Nour, fille aînée du prince Reza, pourrait être considérée comme l'héritier de la dynastie dans le futur? Oui, en principe, c'est le fils du roi, enfin l'enfant du roi qui devient le roi. S'il y a une monarchie en Iran, Nour va succéder à son père. Et à l'époque du Shah, l'ancienne constitution de l'Iran prévoyait l'association au trône par les biais de la ligne féminine? À ce moment-là, non, je ne pense pas. Mais vous avez un rôle. Mais vous savez, j'ai été très touchée parce que quand le roi m'a nommée régente,
Et puis, c'est quand même important dans un pays du Moyen-Orient, dans un pays musulman. Et c'est l'importance qu'il donnait aux positions de la femme. Merci. On a terminé notre entretien. La dernière question que je voudrais vous poser, Majesté, c'est la grande majorité de la population de l'Iran a moins de 30 ans. Une génération qui n'a pas connu ni l'époque du Shah, ni les années de l'Ayatollah Khomeini, mais qui traverse l'époque actuelle des crises dans la République islamique. Quel genre d'avenir vous imaginez pour les jeunes de votre pays? Moi, je veux toujours rester positif et je suis sûr que l'Iran, comme je le dis toujours, la lumière vaincra les ténèbres et l'Iran renaîtra de ses cendres. Vous êtes prêt à rentrer en Iran dans quel J'espère. moment? Le plus important pour moi, c'est la liberté de l'Iran et vraiment la liberté des Iraniens. Et un jour, bien sûr, si j'ai la joie de pouvoir retourner dans mon pays, ce serait une grande joie pour moi. Merci, Majesté. Je vous en prie.